Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture et j'ai pas mal de lectures à vous présenter puisque j'ai pas mal lu. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait d'update lecture je crois. En tout cas voilà, j'ai des lectures qui commencent à dater un petit peu donc je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de Ma vie pour la tienne de Joli Picou chez J'ai lu. Donc c'est mon premier Joli Picou et ce sera sûrement pas le dernier hein, puisque je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ça a été une très très bonne lecture, très émouvante. Donc en fait on se retrouve avec Anna qui a 13 ans, qui vit donc avec ses parents, son grand frère et sa sœur aînée qui s'appelle Kate. Et le problème c'est que Kate est malade, elle a une leucémie, alors je ne sais plus si c'est lymphoblastique, non c'est myéloblastique, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bref, en tout cas une leucémie assez rare je crois et assez agressive. Ce qui fait que voilà, donc ses parents ont eu donc, le grand frère qui s'appelle Jesse je crois. Je ne sais plus. Ouais, Jesse. Puis ils ont eu Kate et quand elle était petite ils ont commencé à voir qu'elle avait des bleus un petit peu bizarres. Ils ont fait des prises de sang et tout. On leur a annoncé qu'elle avait une leucémie très rare. Ce qui faisait qu'en fait elle ne peut pas recevoir enfin il y a moins de chances que des greffes de moelle ou que du sang de d'autres personnes soit autant efficace que si c'était vraiment quelqu'un à 100% compatible, sachant que son frère n'est pas à 100% compatible et le médecin leur explique que clairement même s'ils la mettent sur une liste d'attente, le donneur sera jamais à 100% compatible. Que le mieux c'est d'avoir un frère ou une sœur qui soit à 100% compatible. Et là ils se disent on n'a pas d'autres enfants et le médecin leur dit vous pouvez remédier à ça, voilà. Et donc non seulement ils vont faire un autre enfant pour pouvoir récupérer du coup le sang qui est dans le cordon ombilical, c'est là où il y a le maximum de cellules souches, mais en plus de ça ils vont voir un généticien pour avoir un embryon qui déjà est 100% compatible avant même qu'il soit né. Voilà, et c'est comme ça que Anna vient au monde. Voilà, donc Anna qui, à quelques minutes de vie, donne son cordon ombilical à sa sœur. Puis, au fur et à mesure des années, va lui donner du sang, des plaquettes, de la moelle. Voilà, elle va vraiment... Je vais pas dire qu'elle est autant à l'hôpital que sa sœur, mais elle est très souvent à l'hôpital. Elle doit subir des interventions quand même des fois assez lourdes, hein, parce que, voilà, par exemple, le don de moelle, c'est par... là, c'est par la moelle épinière. Du coup, comme c'est une enfant, ils l'endorment. Que je peux comprendre. Et à 13 ans, donc Kate a 15 ans, et Kate est en insuffisance rénale, ses reins ne fonctionnent plus, et sa sœur doit lui donner un rein, sauf que Anna ne veut pas donner de rein, puisque déjà l'opération est peut être risquée, oui et non, on sait jamais, mais ça peut l'empêcher de faire des choses dans la vie qui sont décrites à certains moments. Voilà, bref, tout un tas de choses qui fait qu'elle ne veut pas donner son rein. Et Amérique oblige, Anna va du coup attaquer ses parents en justice pour en gros s'émanciper médicalement. Je sais plus si c'est le terme dans le livre, mais en tout cas c'est le terme dans le film. Que en gros, oui, elle prenne ses décisions médicales par elle-même, qu'elle soit majeure concernant ses décisions médicales. Voilà, et donc c'est un roman choral, donc on va suivre autant Anna que Kate, pas trop je crois. Anna, sa mère Sarah. Donc Anna, sa mère Sarah, Jesse, le frère, le père aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on suit le père et on suit l'avocat. Et on suit aussi Julia qui est en gros une personne qui travaille pour les services sociaux qui va du coup, en attendant le procès, être un petit peu le tuteur légal d'Anna je crois. Je sais plus c'est quoi exactement le terme exact. Mais voilà. Donc voilà, un roman très émouvant. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé toutes les questions bioéthiques qu'il soulève hein, sur justement ces bébés médicaments, on les appelait comme ça à l'époque je crois.
voilà, sur est-ce que... Je sais plus, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, ça fait poser des questions assez intéressantes sur tout ça. Il y a aussi une question que... Comment dire, pas une question, mais un sujet que j'ai trouvé assez intéressant sur la non-assistance à personne en danger, puisqu'aux États-Unis, ce n'est pas... comment dire, ce n'est pas illégal de ne pas porter assistance à quelqu'un en danger. C'est-à-dire que, je sais plus c'est quoi les termes exacts, mais on n'est pas responsable de ce qui peut arriver à autrui. Je crois que c'est ça. J'ai trouvé ça assez particulier, je savais pas du tout, c'est un aspect de la loi américaine que je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est dans tous les états pareil, vu qu'il y a toutes ces histoires d'états, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et sinon voilà, c'est un livre très émouvant, j'ai versé plusieurs fois ma petite larmounette. Et la fin, j'avais envie de vous dire à la base, il a une fin à tel genre de roman, mais en final je me dis que vous dire ça, parce que c'est pas la première fois, vous dire ça fait que ça risque de spoiler un petit peu. Bref, en tout cas j'ai adoré. J'ai ensuite enchaîné avec le film, et là, ça l'a pas trop fait. Hein. Donc on passe d'un livre où on est plus basé sur le personnage d'Anna, sur tout ce qu'elle vit, sur son désir de pas être obligée. En fait, c'est pas une question qu'elle ne veut pas donner son rein, c'est qu'elle ne veut pas être obligée à le faire. Elle veut pouvoir prendre ses décisions par elle-même vis-à-vis de son corps. Et dans le livre, c'est totalement occulté. Enfin dans le film, non, c'est pas totalement d'ailleurs, mais on est beaucoup plus basé sur Kate, sur sa maladie, sur sa relation avec sa mère. Donc ce sont des choses qui sont présentes dans le livre, mais Anna, limite, on la voit des fois pas beaucoup dans le film, je trouve, alors que c'est elle le personnage principal. Même si c'est un roman choral, c'est la vie d'Anna, c'est le corps d'Anna, c'est le procès d'Anna. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu minimisé dans le film. Et surtout la fin du film. J'étais choquée. Alors non seulement on n'a pas toute cette émotion qu'il y a dans le livre, mais la morale en gros à la fin du film, mais j'ai trouvé ça tellement déplacé. Je peux pas la dire à haute voix parce que ça donnerait des indices et tout. Mais je me suis dit, mais les gens qui sont malades, ils doivent être bien contents de voir la fin de ce film. Voilà. Bon, alors pour vous, il vient juste d'avoir un cut, mais moi ça fait au moins 10 minutes que j'ai arrêté de filmer puisque je sais pas si vous avez entendu le bruit tout à l'heure, genre de couinement chelou. Ça m'a fait extrêmement flipper parce que ça faisait moins de la 5e fois que ça faisait ce bruit là et je ne savais pas d'où ça venait. Mais on pense avoir trouvé avec mon chéri et on pense que c'est le détecteur de fumée qui a une pile non remplaçable. Donc voilà, je vois pas trop pourquoi il biperait. Et pas le feu non plus. Hein. Et puis surtout ça bipait toutes les quelques minutes. Là, mon chéri l'a enlevé du mur. On a essayé de voir, on l'a remis en place. Et pour l'instant ça a l'air de plus faire de bruit. Croisons les doigts parce que c'est assez chiant. Donc on va continuer. J'ai ensuite... Donc après ma vie pour la tienne, je suis restée 3 jours dessus je crois. Ce qui est pas énorme en soi, hein, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'avais envie de thrillers ultra addictifs après ça. Et du coup je me suis tournée vers une valeur sûre pour les thrillers ultra addictifs. J'ai nommé Karine Giebel avec Juste une ombre. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre savoir si je prenais celui-là ou Purgatoire des innocents. Et je suis allée avec celui-là, je crois que c'est un de ses premiers, pas le premier, hein, mais vraiment dans les premiers. Et j'ai extrêmement bien fait, donc il fait presque... Non, on atteint les 600 pages, j'ai fait 604, 5, 6 pages, 606 pages. Et je l'ai lu en une journée. Bon, j'avoue, j'ai lu le prologue et le premier chapitre le soir d'avant. Mais voilà, le lendemain matin, j'étais à la page 25, chapitre 2, et j'ai tout lu en une journée. Je crois que j'ai jamais autant lu. Peut-être quand j'étais plus petite, mais je m'en souviens pas. Mais voilà, je l'ai dévoré, c'était ultra addictif. J'ai adoré celui-là, c'est un petit coup de cœur. Et voilà, et ça confirme que j'adore Karine Giebel, même si elle fera jamais partie vraiment de mes autrices. Enfin, elle fait partie de mes autrices de thrillers préférées. Mais voilà, dans cette catégorie de livres qui peuvent sortir de panne de lecture, qui sont ultra addictifs, qu'on peut lire super vite. Pareil, son autre, là, Toute blesse la dernière tue, qui fait 800 ou 900 pages, je l'ai lu en 2 jours, je crois, 2-3 jours, même pas.
Enfin voilà, pour ça, elle est vraiment super forte, Karine Jebel. Donc celui-là, on se retrouve avec Chloé, qui est une femme totalement détestable. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça aussi que j'ai adoré avec Karine Jebel, c'est qu'elle a réussi à me faire sentir pas mal d'émotions pour une femme que je déteste. Voilà, et j'ai fini par l'apprécier malgré le fait qu'elle soit complètement détestable. Elle est ultra égoïste, arriviste, elle se croit supérieure à tout le monde. Vraiment, elle n'a aucune qualité, cette nana. Mais pourtant, j'avais peur avec elle. Pas totalement. C'est un livre qui, si on est peut-être un peu pas habitué au thriller, un peu sensible, il peut peut-être faire peur à certains moments. Moi, non. Enfin voilà, j'ai vu bien pire. Donc en fait, on est avec Chloé qui un soir rentre de chez des amis. Elle va aller dans sa voiture, mais qui est à plusieurs rues de là où elle était. C'est Paris, hein. On se gare à plusieurs rues. Et en fait, elle sent une présence derrière elle et elle voit une ombre, parce qu'il y a les réverbères, du coup il y a une ombre qu'elle voit, qui est un homme qui est derrière elle. Et voilà, elle va prendre peur, elle va accélérer, il va accélérer. Ensuite, une fois qu'elle arrive à sa voiture, enfin non, elle va réussir à le semer entre guillemets, et quand elle arrive à sa voiture, elle voit au loin cet homme tout en noir avec une capuche, un pull noir, et elle va avoir super peur, sauf que voilà, il va rester là et ensuite il va partir. Elle va rentrer et après elle va voir cette ombre partout, elle va devenir... Elle sait pas trop si elle devient folle ou s'il y a vraiment quelqu'un. Pour elle il y a quelqu'un, mais personne ne la croit, tout le monde dit qu'il faudrait qu'elle voie quelqu'un, qu'elle a un problème. Voilà, que ce soit sa meilleure amie, son petit ami, voilà, et elle va être de plus en plus obsédée par cette ombre et ça va clairement un petit peu lui gâcher sa vie, hein, que ce soit niveau professionnellement ou personnellement. Et on suit en même temps aussi un flic qui s'appelle Alexandre, qui est... ça aussi j'ai pas trop... Enfin, j'ai aimé ce personnage plus loin dans le roman, mais au début c'est vraiment le genre ultra... comment dire, ultra caricatural, le flic qu'on n'a rien à foutre de sa hiérarchie, qui fait ce qu'il veut, qui fait n'importe quoi, enfin voilà, qui limite va chez des suspects, va les menacer, enfin vous voyez le flic un petit peu, enfin je dis pas que ça n'existe pas, j'en sais rien, mais un petit peu caricatural. Et à un moment, ils vont se rencontrer, forcément les deux histoires vont se rejoindre et à partir de ce moment-là, mais j'ai adoré, c'est là où j'ai pu bref, le lâcher, j'étais à fond, voilà, j'ai adoré ces deux personnages ensemble, ces deux personnages pas forcément appréciables de prime abord, mais ensemble je les ai adorés et voilà, et comme d'hab, le rythme et le style de Jebel font qu'on le dévore. Ces deux personnages détestables qui deviennent, je sais pas, appréciables. Ensemble, c'était le feu et j'ai adoré et je me suis complètement laissée berner. Moi, de toute façon, je suis pas très maligne pour trouver les fins de thriller. Tant mieux, comme ça, à chaque fois, je suis surprise. C'est-à-dire que pendant une partie du bouquin, je pensais à un truc et c'était pas du tout ça et j'étais bien contente. Et j'ai adoré. Et par contre, il fait un petit peu écho à un autre livre que j'ai lu il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus. Je vais évidemment pas vous dire de quoi il s'agit, mais je me suis dit, il y a quand même... C'est un peu ressemblant, quoi. Bon, pourtant, c'est deux auteurs qui ne doivent pas du tout se connaître vu que ils sont pas du même pays. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée de voir à quel point il y a une certaine ressemblance. Bref, c'est ouais, un bon coup de cœur. Hein. Pour l'instant, je l'ai mis dans mes meilleures lectures de 2019 à voir s'il se fera détrôner ou pas. Mais j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire d'autres Jebel. J'ai ensuite lu un livre sur ma Kindle qui était un SP. Donc je remercie les éditions Nil et Ned Gallet pour l'envoi de ce SP. Donc c'est Je suis une viking de... J'ai oublié le nom, c'est pas bien. Je crois qu'il s'appelle Andrew. De Andrew David MacDonald. Donc dans cette histoire on va suivre Zelda. Donc oui, avant de commencer, j'ai choisi ce livre parce que voilà, je suis une viking, moi ça me parle, hein, moi qui adore l'Islande et les vikings et tous les peuples scandinaves.
Et en fait voilà, je l'ai un peu pris sans trop... J'ai lu vite fait la 4ème de couverture sans trop m'y attarder. Du coup ce qui a fait que j'ai commencé le livre sans trop en savoir sur l'histoire. Je savais juste qu'on suivait une Zelda qui était obsédée par les Vikings. Et j'ai commencé l'histoire, voilà, ça commence sur son anniversaire. Donc Zelda fête son anniversaire. Elle n'a pas d'amis, elle est juste avec son frère qui fait venir un homme déguisé en viking pour un petit peu animer son anniversaire. Et voilà, j'ai commencé mon histoire en étant persuadée qu'on suivait une petite fille, vous voyez, de 10-12 ans. Et au fur et à mesure que je lisais le premier chapitre, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche quand même. Et en effet, puisque Zelda ne fête pas ses 12 ans, mais ses 21 ans. Et comme j'ai dit dans ma chronique, voilà, Zelda est juste différente et c'était tout à son honneur. En fait, elle est atteinte de ce qu'on appelle le syndrome du fœtus alcoolique ou alcoolisé, je ne sais plus. Bref, c'est tout simplement ces enfants qui, dans le ventre, quand ils étaient dans le ventre de la mère ne s'est pas arrêtée de boire, voilà, buvait. Alors je sais pas trop dans quelle proportion on peut considérer que ça peut déclencher ça. En tout cas, Zelda du coup a un espèce de retard mental. Je sais que ça peut atteindre il peut y avoir des particularités physiques. Je crois que c'est pas le cas de Zelda. Mais voilà, c'est une petite fille dans sa tête tout simplement. Je crois pas qu'elle aille à l'école. Bon, en même temps elle a 21 ans. Je ne sais pas si elle était à l'école quand elle était plus petite. Mais en tout cas, voilà, elle va dans un centre social une fois par semaine où elle a des amis qui, voilà, elle a un ami trisomique, elle a son amoureux, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. D'ailleurs, je ne sais pas si on sait réellement ce qu'il a, mais voilà, pareil, il a un retard mental aussi. Donc voilà, donc on va suivre Zelda qui vit avec énormément de règles, c'est un petit peu ce qui régit sa vie, et surtout aussi sa passion des vikings. Alors ça j'ai adoré, c'est-à-dire qu'en plus, voilà, elle compare toute sa vie aux vikings, à des sagas vikings, elle nous parle de ça à longueur de tout le roman. Elle parle même un petit peu, elle a commencé à apprendre le vieux norrois, donc qui ressemble un petit peu à l'islandais, mais un petit peu différemment. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi retrouver ça dans le livre. Vraiment, ouais, elle compare toute sa vie à les vikings et elle veut construire sa légende viking. Voilà, elle a toute une liste de choses qu'elle doit faire. Et j'ai adoré. Bon, bah ça a recommencé. Donc ouais, 20 minutes, bref. Ça m'a perturbée. Et donc voilà, donc on est avec Zelda qui va commencer à apprendre à devenir adulte, c'est-à-dire elle va avoir son premier travail. Et elle doit, voilà, découvrir tout un tas de choses, dont une en particulier qui est assez redondante dans le livre et qui m'a limite un peu gênée, c'est-à-dire que Zelda donc, a son amoureux et elle va vivre un petit peu tout, voilà, premier bisou, enfin peut-être qu'ils en ont déjà fait, je ne sais pas, mais sa première fois avec son copain va être un point assez important du livre, c'est-à-dire que c'est organisé par la mère de son amoureux et par, donc, bon, elle n'a plus sa mère, Zelda, mais par la copine de son frère, voilà, elles ont tout organisé. J'ai trouvé ça un petit peu malaisant, mais en même temps c'est quand même un point important qui est sûrement un peu tabou, la sexualité chez les personnes handicapées, je pense qu'on peut dire ça. Donc c'est quand même quelque chose d'important, surtout que c'est important dans la vie de Zelda. Et aussi ce qu'elle va devoir gérer, c'est que son frère qui s'occupe d'elle depuis plusieurs années, qui est son tuteur légal, n'a pas forcément de très bonne fréquentation, elle ne va pas forcément faire les bons choix à tous les moments de sa vie. Et Zelda va essayer un petit peu de... Et donc comme je disais, il n'a pas forcément des bonnes fréquentations et Zelda va se donner un petit peu comme mission d'aider toute sa tribu, comme elle l'appelle, hein, que ce soit son frère, ses amis ou la copine de son frère. Et voilà, c'est un roman très mignon, très beau, émouvant à certains moments, sans tomber non plus dans le pathos. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et voilà, c'était un bon petit roman que je vous conseille de lire. C'était pas un coup de cœur, mais voilà, c'était une très bonne lecture et je ne regrette absolument pas de l'avoir découvert. Bref. J'ai ensuite lu quelque chose sur ma Kindle, alors je pensais que c'était un roman, mais pas du tout. Donc je me suis pris sur ma Kindle Combien de temps de Amélie et Antoine. Et comme je vous dis, je pensais que c'était
pas un roman, mais en fait non, c'est un récit autobiographique où Amélie Antoine nous parle du cancer des poumons de sa maman. Voilà, donc c'est pas très long, mais bah, c'est la plume d'Amélie Antoine. Je crois d'ailleurs que c'est le premier texte qu'elle a, écrit. Et voilà, j'ai pas envie de dire que c'était bien ou pas. Enfin, à chaque fois j'ai du mal à noter, on va dire, tout ce qui est les témoignages, les récits autobiographiques, puisque... Enfin après voilà, c'est la plume d'Amélie Antoine, donc forcément c'est beau. Après c'est assez triste tout ce qu'on peut lire, mais j'ai quand même bien apprécié de lire ce petit récit. Et voilà. Ensuite j'ai lu un livre, Océane, c'est pour toi. J'ai lu L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón chez Pocket. Ah, j'ai peur d'en parler parce que je sais qu'on m'attend un petit peu au tournant. Alors, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. J'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, en fait, j'ai vraiment adoré à partir du dernier tiers. Là, j'étais à fond, je le lâchais plus. Mais le début a été un petit peu laborieux pour moi. Déjà, tout simplement, l'époque, j'ai un peu du mal, voilà. Il y a des livres, là c'est en 1945, où ça va le faire à cette époque, mais d'autres pas du tout. Mais je pense que c'est surtout dû à l'autre problème qui fait que... Enfin, l'autre problème pour moi qui est que ça se passe à Barcelone. Et je déteste Barcelone, voilà, j'y vais de but en blanc, je déteste cette ville. Je n'y ai jamais mis les pieds, hein. Je n'ai pas du tout envie d'y mettre les pieds, jamais. Même si on m'offrait un week-end là-bas, je suis pas sûre... Enfin, j'irais parce que j'ai pas envie de blesser la personne, mais ça ne me fait absolument pas envie. Je suis incapable de vous dire pourquoi. J'adore l'Espagne, sinon moi j'ai de la famille qui vit en Espagne, en Andalousie, donc voilà, moi j'ai l'habitude d'aller en Andalousie. Je sais pas, cette ville ne m'attire pas du tout. Déjà parce que j'ai l'impression de tout connaître, vu que j'ai envie de dire, j'ai l'impression que sur Instagram c'est la destination numéro 1 pour les Français pour un week-end dès qu'il fait beau. Allez, on va un week-end à Barcelone. C'est aussi une ville très fêtarde, jeune, voilà, c'est pas trop mon délire, enfin plus maintenant. À une période peut-être que ça l'aurait été, mais là pas du tout. Enfin voilà, j'ai serré envie d'aller à Barcelone. Il y a aussi, dans mon ancien travail, c'était là où on avait notre usine. Peut-être que ça contribue aussi au fait que je n'aime pas cette ville. Voilà, et donc du coup, bah oui, on se retrouve dans le Barcelone de 1945, mais ça m'intéressait pas, ça, voilà. Donc sinon, concernant l'histoire, on se retrouve avec Daniel, un petit garçon de 10 ans qui est fils d'un libraire. Et un jour, son père va l'emmener, alors je sais plus si c'est au petit matin ou en pleine nuit. Oui, au petit jour. Il va l'emmener dans ce qu'on appelle le cimetière des livres oubliés. Et voilà, donc c'est un endroit où on peut emmener quelqu'un et cette personne peut repartir avec un livre. Voilà, et du coup, le petit Daniel va tomber sur L'ombre du vent de Julián Carax. Et à partir de là, ce livre va façonner toute sa vie. Puisqu'il y a énormément de mystères autour de cet auteur. Le petit garçon en fait va lire le livre en une nuit et tout, il va adorer, il va en parler à son papa et son père va lui dire qu'il connaît quelqu'un qui pourrait peut-être le renseigner sur cet auteur, que son père ne connaît pas d'ailleurs. Et voilà, du coup, il va aller de personne en personne. Alors au final, pour un auteur très peu connu, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, hein. Donc voilà, on va avoir tout le récit de différentes personnes sur ce qu'ils savent sur ce... Bon, le chien là, c'est dehors, hein. Je parlerai pas comme ça à mon animal, mais bref. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, du coup, on va aller de personne en personne qui vont lui parler de Julián. En même temps, le petit garçon va devenir un ado, va commencer à travailler avec son père. Et voilà, et toute sa vie va être un petit peu, enfin, en tout cas, une grosse partie de sa vie, ce moment où il grandit, où il devient adulte, va être régi par toutes ses recherches sur ce Julián Carax et sur son œuvre, puisque il y a quand même quelques mystères, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus aucun livre de lui qui existe, puisqu'un individu cherche à tous les brûler. Donc une des choses que j'ai adoré déjà, c'est les personnages. Bon, j'ai beaucoup aimé le personnage de Daniel, hein, mais surtout un homme qu'il considère un petit peu comme son meilleur ami, qui est en fait à la base un SDF que...
j'en peux plus. Si peut-être que j'aurai résolu le problème quand vous verrez cette vidéo, mais si vous avez une idée de comment je peux faire arrêter ce truc, sachant qu'il n'y a pas de pile, voilà, j'en peux plus. J'espère que ça va pas faire ça toute la nuit, hein, parce que sinon ça va être sympa. Bref, du coup ça m'a coupé la parole, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc il va rencontrer un SDF. Et un soir où Daniel va être très mal, il va parler avec cet homme, ils vont sympathiser et peu de temps après il va lui proposer de venir travailler avec son père à la librairie, qu'il soit un petit peu, je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros il doit chercher pour des clients des livres un petit peu rares et il se trouve très bien à ce travail, hein, il y arrive très bien. Et j'ai adoré cet homme, il est très... franchement c'est lui qui a apporté la petite touche d'humour du roman, donc il s'appelle Fermín Vallmin. Non, je vais arrêter d'essayer de prendre un accent espagnol, non, ça va pas le faire. Voilà, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré la relation qu'il avait avec Daniel. Par contre, il y a eu quelques petits passages qui m'ont un petit peu... C'était un peu long, quoi. Surtout que j'avais... Au début ça allait, mais plus ça avançait, plus on restait toujours dans ce même procédé d'aller voir quelqu'un qui racontait ce qu'il savait sur Julián. Ça m'a un peu saoulée au bout d'un moment, jusqu'à un certain point où non, ça ne m'a plus saoulée. Sinon j'ai adoré aussi ce parallèle qu'il y a un petit peu entre Daniel et Julián. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ça j'ai beaucoup apprécié. Et quand même je garderai un super souvenir de ce livre, parce que j'étais intriguée à certains moments, j'ai versé mes petites larmounettes sur la fin. J'ai ri aussi à certains moments, enfin voilà, j'aime avoir ce genre de réaction, toutes ces émotions en lisant un livre et ça restera quand même une bonne lecture, même si c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, puisque j'ai vu beaucoup de personnes avoir des coups de cœur. C'est peut-être pour ça que j'avais peut-être mis la barre un petit peu trop haut, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je ne sais pas par contre si je poursuivrai la saga, puisqu'il y a 3 tomes, mais voilà, à chaque fois ça se passe à Barcelone et clairement j'ai pas trop envie de relire d'autres livres de Barcelone pour le moment. Vous allez vous dire que je suis un petit peu folle avec cette histoire de Barcelone que je déteste sans aucune raison. Mais voilà, il y a des endroits qui ne nous tentent pas, c'est comme ça. Et je peux pas forcément vous expliquer. Et ensuite, j'ai voulu enchaîner avec un livre assez court et assez addictif. Au final, je sais pas si c'était ultra addictif. Si, quand même, un petit peu. Donc, j'ai lu Un cri silencieux de Amélie Lamier aux éditions Fleurs Sauvages. Donc dans cette histoire on se retrouve avec Mathilde, je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui. Donc Mathilde qui a 3 enfants et son mari Olivier, et ils cherchent une nouvelle maison parce que leur maison est un peu trop petite pour leurs 3 enfants. Et elle va trouver la maison de ses rêves, voilà, enfin Mathilde un jour va annoncer à son mari « J'ai trouvé la maison parfaite et tout, on va la visiter ce week-end ». Et en effet, ils ont un vrai coup de cœur et on les retrouve quelques mois plus tard dans la maison. Mais malheureusement Mathilde ne se sent pas spécialement à l'aise dans cette maison. Voilà, elle a beaucoup de mal à dormir, elle se sent mal déjà un petit peu en permanence, elle a une espèce de pression, elle ne sait pas trop d'où ça vient. Et elle n'arrive plus à dormir et des fois elle se réveille la nuit réveillée par un ploc, ploc, ploc. Vous savez, un petit bruit d'eau qui goutte. Et elle va du coup dans une salle de bain qu'ils n'utilisent pas puisqu'ils veulent la refaire entièrement. D'ailleurs oui, une des choses qui fait qu'elle se sent mal dans cette maison, c'est qu'au final il y a pas mal de malfaçons. Et la salle de bain, ils veulent la refaire. Et donc le soir, elle se fait réveiller par un ploc qui ne vient pas de robinet ou quoi, mais de l'eau qui sort du mur et qui goutte dans la baie. Je ne sais pas à quel moment ma caméra s'est coupée. Du coup, il manque un petit bout d'explication, donc je vais vous faire ça en... Oui Freya, je vais vous faire ça en voix off vite fait. Donc en fait, elle a cette eau qui goutte et elle va commencer à se demander si elle est folle ou pas, parce que elle en parle à son mari ne remarque rien. Il y a vraiment, oui, aucune raison, il n'y a pas de fuite, il pleut pas dehors. Donc voilà, elle va se poser pas mal de questions sur sa santé mentale. Et un beau jour où son mari refait le plancher d'une des chambres, il va voir qu'il y a des lattes qui bougent, et en enlevant ces lattes, il va se rendre compte qu'il y a des journaux intimes cachés sous le plancher. Voilà. Et donc, au début, ils vont se demander est-ce qu'on les rend aux anciens propriétaires et tout. Ils ne vont pas le faire, et Mathilde va se mettre à les lire.
Donc je disais que Mathilde va commencer à lire les journaux intimes et donc on va suivre Camille, donc cette petite fille d'une dizaine d'années qui raconte sa vie quotidienne et c'est ultra malaisant. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails, mais ouais, je me suis sentie en lisant ces parties là de journaux intimes. Je peux pas vous dire trop. En fait, c'est parce que la petite fille raconte des trucs comme si c'était normal. Alors que non. Voilà, j'entrerai pas plus dans les détails, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et il n'y a pas que ça qui est malaisant, il y a aussi un petit peu comment réagit Mathilde vis-à-vis de ça. Voilà. Pareil, j'entrerai pas plus dans les détails, limite je me dis que j'en ai peut-être trop dit. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré les parties de journaux intimes que réellement la vie de Mathilde. Mais voilà, en tout cas c'était un très petit roman très court qui fait moins de 200 pages. J'ai beaucoup aimé, j'ai juste un bémol pour la fin que j'ai trouvé un petit peu, je sais pas si je peux dire bâclé, mais un peu trop rapide et j'aurais préféré que ça dure un petit peu plus longtemps et qu'on ait plus de... qu'on en sache plus sur différentes choses. Voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu manqué pour que ce soit un coup de cœur, mais c'était quand même une très bonne lecture qui fait réfléchir sur un sujet méconnu, je pense. Ah, j'en peux plus. J'espère que vous entendez le bruit, sinon vous allez vous dire que je suis folle. Peut-être que, comme Mathilde, j'entends des bruits. Non, je plaisante. Puisque mon copain aussi a entendu. Bref. Oui, et surtout, je pense que ce livre pourrait faire réfléchir pas mal de parents, voire aussi pas mal d'enfants, oui, mais surtout beaucoup de parents, voilà, à méditer. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. En ce moment je suis en train de lire 2 livres que j'ai pas sous la main, donc je vous les montre pas, mais bon, vous les verrez dans le prochain update lecture. Non, allez, je vais quand même aller les chercher. Donc en ce moment je lis déjà un premier livre de chez Seuil, qui est une nouvelle acquisition. Quand je suis retournée au supermarché, j'ai racheté 2 livres. Mais chut. Dans celui-là, donc, qui est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je le vois partout sur les groupes Facebook, tout le monde a un coup de cœur. On nous parle d'une fille qui est surnommée la fille des marais. Voilà, donc après mon coup de cœur de la fille du roi des marais, forcément j'ai envie de lire ce livre. Voilà, et j'en suis à un quart. Et oula. Et pour l'instant j'aime beaucoup, il a plu, mais parfaite. Et j'ai aussi commencé un autre livre de chez Seuil, qui est une relecture d'un livre que j'ai lu quand j'avais une dizaine d'années. Et en fait, parce qu'en ce moment, j'ai très envie de lire des livres sur les Amérindiens et sur les premiers colons américains. Et du coup, j'ai ressorti Journal d'une sorcière de Célia Rees, donc chez Seuil aussi. Et en fait, on suit l'histoire d'une petite fille dont la grand-mère est exécutée pour sorcellerie. Et elle va se retrouver à s'échapper et du coup à partir vivre au Nouveau Monde. Et elle va se retrouver dans la colonie où maintenant se situe Salem, je crois. Et voilà, donc du coup j'ai très envie de lire ça parce qu'on est dans toute cette ambiance des colons. Voilà. Et je pense que très prochainement... Où est-ce qu'il est ? Je pense qu'après ça je vais lire un thriller, un truc un petit peu addictif. Mais après j'ai envie de lire 1000 femmes blanches, voilà, je vous ai dit. D'ailleurs si vous avez des bons livres sur les Amérindiens à me conseiller, mettez-moi ça en commentaire. J'ai aussi extrêmement envie, mais je crois que j'ai jamais eu autant envie de lire un livre qui est sorti en poche le 19 mars, donc qui n'est pas réellement sorti, puisque je sais que certaines librairies l'ont eu apparemment, mais sur tous les sites il est introuvable, à mon Auchan il est introuvable, et j'ai vraiment envie de le lire en papier et en poche, et tant pis, j'attendrai. C'est L'envol du moineau de Amy, je sais plus quoi, qui est sur un roman sur une histoire vraie d'une femme qui était donc dans une colonie aux États-Unis, qui s'est fait, donc dont son village s'est fait attaquer par les Amérindiens et elle s'est fait kidnapper et au final elle vit là avec eux et elle vit sa meilleure vie. Voilà, en gros c'est ça. Et j'ai tellement envie de lire ce livre en ce moment. Bref, je vais vous laisser cette fois. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!